Bonjour à tous, bon réveil pour ceux qui se réveillent. Je suis Jean-Marc Johannes, rédacteur en chef d'achatpublic.info, le média en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects juridiques, économiques et professionnels, parce que vous le valez bien. Bienvenue à ce 30e numéro, je crois, de Achat Public Invite, dont je vous rappelle le principe. La rédaction d'achatpublic.info, qu'on appelle par ailleurs les samouraïs de l'achat public dans les milieux bien informés, à savoir Johanna Grana ici présente. J'ai écorché ton nom, ça y est, c'est arrivé. Et Mathieu Laugier. Bonjour Jean-Marc. Interroge une personnalité éminente de la commande publique ou qui travaille sur l'achat public. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la 3e fois, et oui, Madame Clémence Ossina, qui est encore directrice des affaires juridiques au ministère des Finances à Bercy. Bonjour Madame Ossina. Bonjour Monsieur Johannes. Merci d'être avec nous. On a beaucoup de choses à voir avec vous. Il ne vous a pas échappé à tous et à toutes que la commande publique en ce moment fait l'objet quand même de vifs débats, et c'est bon signe d'ailleurs, je trouve, avec un double axe de simplification, à savoir ce que ça comporte, et puis de recherche de souveraineté, voire de préférence communautaire, bien sûr, s'entend. C'est pourquoi nous sommes très contents, Madame Ossina, de vous recevoir. Merci. Pour la 3e fois, donc je crois que j'ai déjà dit, mais c'est important, pour faire un point sur les évolutions de l'achat public dans les heures, jours, semaines, mois à venir, avec peut-être d'abord, si vous le voulez bien, un point de rappel sur les deux derniers textes, qui sont les décrets, le décret de simplification et le décret de hausse des seuils de décembre 2025, puisque nous sommes en 2026. Alors effectivement, ces deux textes, ils s'inscrivent dans un effort continu de simplification du droit de la commande publique impulsé par le gouvernement, puisqu'on avait déjà pris 2 autres décrets l'année précédente. C'est le résultat d'un dialogue continu avec les représentants des acheteurs, des acteurs économiques, et ces décrets, ils ont en particulier été inspirés par le dialogue que nous avons noué avec la commission d'enquête sénatoriale, qui nous a tous beaucoup occupés l'année dernière. Avec aussi, je les mentionne et les salue, l'association des acheteurs publics qui a élaboré un livre blanc sur la simplification de la commande publique, et puis les réactions, les propositions également des acteurs locaux. Donc on a 2 textes qui sont des textes d'ajustement technique, ce n'est pas des bouleversements du droit de la commande publique, mais qui offrent quelques marges de manœuvre supplémentaires. Par exemple, en abaissant le plafond du chiffre d'affaires minimal qui est exigé pour candidater à un marché public, qui passe de 2 fois le montant du marché à 1,5 fois son montant, qui étend aussi par exemple les marges de manœuvre des acheteurs qui sont confrontés à une incapacité de l'attributaire d'exécuter le marché. Donc ça c'est le décret de simplification. Il y a également d'autres mesures, et puis il y a aussi cette mesure sur les seuils. Alors avec d'une part, en réalité, une mesure qui est désormais déjà ancrée dans les pratiques, puisque l'on vient pérenniser le seuil de 100 000 € applicable au marché de travaux. C'est une mesure qui a fait ses preuves, qui était entrée en vigueur à titre temporaire après la crise Covid, qu'on avait prolongée à plusieurs reprises. Et donc là, il nous est apparu justifié, utile de pérenniser ce seuil de 200 000 €. Et à la suite d'une annonce du Premier ministre au Congrès des maires, il a également été décidé de rehausser le seuil applicable au marché de fournitures et de services. C'était aussi une attente forte, je le disais, notamment des acheteurs locaux qui passent de 40 000 à 60 000 €. Ces rehaussements, il résulte d'un raisonnement qui consiste à dire qu'il faut qu'on offre des souplesses chaque fois où on le peut et chaque fois que c'est juridiquement possible. On a aussi observé ce qui se pratiquait au sein des autres États membres. On est dans la moyenne. Et donc ça nous porte autour de la moyenne effectivement pratiquée en Europe. Alors 60 000 € au 1er avril. Certains m'ont posé la question, j'ai répondu, mais je pense que si on me pose la question, pourquoi le 1er avril pour le seuil de 60 000 €?
Initialement, toute transparence, on voulait, on s'interrogeait sur le point de savoir s'il ne faudrait pas également modifier les textes applicables aux déclarations des données essentielles de la commande publique. À ce stade, on va laisser les choses telles quelles, c'est-à-dire on maintient le seuil de 40 000 et 25 000 euros pour les modalités de déclaration allégées. C'est un sujet sur lequel on va poursuivre le dialogue, parce que la transparence et le pilotage par la donnée de la commande publique, c'est aussi une priorité qu'on va porter. Mais au regard des échanges qu'on a pu avoir, il ne nous est pas apparu urgent de modifier les textes sur ce point, et on va se donner le temps cette année de reposer plus largement des questions et auditer un peu tous les sujets qui ont trait au recensement des données essentielles de la commande publique avant éventuellement de venir retoucher les textes sur ce point. Donc au 1er avril, on passe à 60 000 euros, mais sauf décision d'ici là, mais a priori, rien d'autre ne bougera. Voilà. D'accord. J'allais vous poser la question en disant, est-ce qu'il y a une réflexion en cas de manquement justement à cette obligation de publier les données essentielles? Est-ce qu'il est prévu de prévoir peut-être des sanctions si les acheteurs ne publient pas les données? Ça n'est pas notre démarche à ce stade. C'est une possibilité qui pourrait rester ouverte, mais je pense qu'il faut qu'on soit dans une logique d'abord de confiance et d'incitation des acteurs et des acheteurs à déposer, publier et respecter en fait les obligations tout simplement qui s'imposent à eux s'agissant du maniement de deniers publics. À ce stade, on progresse, mais il y a effectivement des champs, notamment pour les entités adjudicatrices, pour lesquelles la publication de ces données reste un sujet un peu difficile. Moi, je pense qu'il faut d'abord rester dans le dialogue, sans doute dans le renforcement de la gouvernance de ce pilotage par la donnée de la commande publique. Et après, on se posera des questions de savoir s'il faut modifier les textes et éventuellement les rendre plus contraignants, ce qui est une option qui s'envisagerait, qui n'est pas à exclure totalement en théorie, mais je pense qu'on a d'abord un travail de dialogue à mener. D'ailleurs, est-ce que vous êtes satisfait des résultats de 2024 qui ont été présentés là en 2025 sur les données de la commande publique ? Alors, on a franchi un cap et je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui découlent de ce nouveau millésime, si je puis dire, des données essentielles de la commande publique. Qui passe donc on a recensé, je le rappelle, 230 milliards d'euros au total pour tous les marchés publics qui ont donc été déclarés à l'État. On était à 170 milliards pour le recensement précédent, si je ne me trompe pas. J'espère que mon chiffre n'est pas erroné. Donc on a une progression importante. On a une granularité aussi plus fine des données. On a intégré les marchés de défense et de sécurité, ce qui est une nouveauté. On a aussi distingué certains agrégats pour rendre ces données plus lisibles, c'est-à-dire qu'on distingue maintenant les marchés de l'État et les marchés du secteur hospitalier, ce qui était une demande forte. C'est pas les mêmes logiques d'achat, c'était important de pouvoir avoir cette lisibilité plus fine. Donc il y a du progrès, et puis on est dans un nouveau système où on recense les marchés non plus au-delà de 90 000 euros, mais maintenant à partir de 40 000 euros pour les données complètes, si je puis dire, et même 25 000 euros pour des données un peu plus limitées. Donc on est passé, on progresse, je dirais, dans ce pilotage par la donnée de la commande publique, mais il y a encore beaucoup de travail. On ne va pas se mentir, à la fois sur le plan technique, parce qu'il faut qu'on puisse faciliter pour toutes les plateformes d'achat, les éditeurs et les acheteurs, la transmission de ces données. Donc il y a un chantier technique qui est en cours et qui avance bien avec l'Agence pour l'informatique financière de l'État. Ça, c'est un premier aspect. Il faut qu'on renforce, je le disais, la gouvernance et le dialogue pour que tous les acheteurs s'approprient bien les enjeux qui s'attachent à la déclaration de ces données. Je mentionnais les entités adjudicatrices. On a aussi un travail important, je pense, qui est devant nous pour les
autorité concédante, puisque l'objectif, c'est aussi d'intégrer le champ des concessions à ces données. Je fais une petite page de publicité pour indiquer que la DAGE a élaboré un podcast sur ce sujet, donc sur les données de la commande publique, pour expliquer en quoi c'est important, comment ça marche, le recensement des données essentielles de la commande publique. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle cet enjeu, il sera l'objet d'un travail de concertation, d'analyse à la fois technique du cadre juridique pour progresser. Et puis il faut qu'on puisse rendre cette donnée plus lisible, plus opérationnelle aussi, proposer des outils de data visualisation, comme on dit en bon français, voilà, pour inciter aussi, et que ceux auxquels on doit ces données, c'est-à-dire aussi les citoyens, pour qu'ils sachent ce qui est fait de ces données publiques, puissent les lire plus facilement. Voilà. Donc on va avoir une montée en puissance de l'OECP. Alors, l'Observatoire économique de la commande publique, parce que oui. tous nos auditeurs et ceux qui sont derrière l'écran ne maîtrisent pas forcément ce sigle. L'Observatoire économique de la commande publique, donc c'est une instance qui rassemble tous les acteurs de la commande publique au sens large, à la fois toutes les administrations concernées, les acheteurs locaux au travers des associations d'élus qui les représentent, et le secteur hospitalier, j'en parlais, les experts de la commande publique. Donc c'est une instance importante dans le cadre de laquelle on élabore notamment des guides qui, je pense, sont des références, si je peux me permettre. C'est pas une façon de me jeter des fleurs à moi, parce que c'est surtout pour les équipes qui travaillent beaucoup sur ces publications, et puis tous nos partenaires, parce que c'est un travail collaboratif. Si je mentionne par exemple le récent guide sur les marchés publics d'assurance des collectivités, c'est un guide sur lequel l'Observatoire a travaillé très étroitement avec les élus pour être au plus près aussi de leurs problématiques opérationnelles. Donc ce travail, il va demeurer, et cette méthode va demeurer. Le constat, et c'est l'un des constats aussi qui découlait du rapport de la commission d'enquête sénatoriale, c'est qu'il faut sans doute aller plus loin. La commande publique, c'est une politique publique à part entière, et une politique publique qui rassemble beaucoup d'acteurs au sein de l'État, au niveau local, et donc il faut qu'on puisse renforcer ce dialogue, diffuser les bonnes pratiques, accompagner la professionnalisation aussi de la filière de l'achat public, et porter ces grandes orientations de politique publique que sont, par exemple, vous introduisiez notre dialogue sur ce point, cher Jean-Marc, la simplification, la souveraineté, c'est des sujets sur lesquels on doit pouvoir débattre, et donc ce sera l'objet du renforcement, peut-être de la transformation de l'Observatoire économique de la commande publique, mais ça n'est pas une façon, et bien au contraire, de mettre un terme à cette dynamique qui existe déjà de dialogue avec les parties prenantes de ce secteur. La transition est toute faite, parce qu'on voulait discuter aussi avec vous du projet de loi de simplification de la vie économique. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors, où est-ce qu'on en est après 2 ans presque de rebondissement, si je puis dire. Donc, vous le savez, il y a eu une lecture en 2024 maintenant au Sénat. L'Assemblée nationale a examiné ce texte en 2025, et une commission mixte paritaire s'est réunie en début d'année. Donc l'étape qui est devant nous, mais qui est entre les mains des autorités politiques, c'est un sujet qui excède l'Office de la direction des affaires juridiques, c'est éventuellement l'inscription de ce texte. Voilà, mais ça c'est un sujet qui reste ouvert aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous apporter de réponse définitive puisque je n'en ai pas moi-même. Vous nous parlez souvent du passe-marché. C'est dans le projet de loi aussi? Ça fait partie du projet de loi, ou c'est un chantier autonome? On n'a pas besoin de loi pour faire ce qu'on appelle le passe-marché. Et d'ailleurs, c'est très bien aussi d'agir à chaque fois qu'on le peut, sans normes nouvelles, et parfois on oublie un peu. Alors, c'est pas une brèche, mais on a beaucoup de façons de simplifier la commande publique sans toujours retoucher sa norme, en accompagnant les acheteurs, en faisant la pédagogie du cadre juridique, et aussi, et c'est l'objet de ce dispositif, en améliorant leurs outils, notamment leurs outils numériques. Alors, il y a plusieurs initiatives dans ce domaine.
domaine, et c'est pas la direction des affaires juridiques qui est au cœur de ce sujet, mais nous avons souhaité néanmoins porter un projet en lien avec la direction interministérielle du numérique qui nous accompagne pour, d'une certaine manière, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent bien et qui ont un peu d'ancienneté dans ce domaine, on va ressusciter ce qui était le marché public simplifié, mais en mieux. Donc l'idée, c'est d'aller, à partir du numéro SIRET de l'entreprise, faciliter les formalités de candidature et le remplissage des formulaires de candidature en allant chercher toutes les informations sur l'entreprise dont l'administration dispose déjà. C'est ce qu'on appelle le « dites-le-nous une fois » voilà. que l'État essaie de déployer dans beaucoup d'autres domaines et d'ailleurs de faire un principe en matière de formalités administratives. Donc c'est un projet qui avance bien puisqu'on a déjà une sorte de prototype, en tout cas l'application a été développée sur le plan technique. Là, on est en phase de test, à la fois avec des plateformes d'achat qui ont été volontaires pour nous accompagner, mais aussi auprès d'entreprises et d'acheteurs pour s'assurer que ce soit un outil facile à déployer pour les éditeurs et puis facile de maniement pour ces utilisateurs demain. Alors, ça va simplifier pour les entreprises parce qu'une fois qu'elles auront donné, et je pense réactualiser régulièrement leurs documents, elles auront pu aller fournir dans le cadre de chaque marché. C'est ça, de chaque appel d'offres. Oui, tout simplement. On rentre le numéro SIRET et tout ce qu'elles ont pu faire par ailleurs au titre d'autres formalités, pas forcément au titre des marchés publics, sera automatiquement intégré. Et pour l'acheteur public, où est la simplification ? Et pour l'acheteur public, c'est aussi une simplification parce que ça fiabilise aussi tout simplement la donnée. Donc il ira les chercher. Ça, c'est un élément important. Il ira les chercher sur l'application. L'application les fournit automatiquement. Ouais, donc il n'a pas à aller les chercher. Et est-ce que c'est la fin du DUM, entre guillemets ? C'est pas nécessairement la fin du DUM, c'est un outil qui est, comme on dit, DUM compatible en tout cas. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, au début de cet échange, on a parlé des seuils avec le décret du 29 décembre 2025. Donc, Johanna vous a parlé aussi du projet de loi de simplification de la vie économique, où dedans, on parle encore d'augmenter les seuils. Donc, on se pose la question par rapport aussi à la commission d'enquête du Sénat qui préconisait de supprimer les MAPA. Est-ce qu'on se dirige tout droit, progressivement, vers la suppression des MAPA ? Peut-être qu'on peut attendre du décret simplification de 2026 ? Peut-être la suppression des MAPA c'est la tendance. C'est la tendance. Alors, ça n'est pas la mesure, en tout cas, que proposera la direction des affaires juridiques de Bercy. Encore une fois, et je l'indiquais, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver l'équilibre entre ce qui est le plus simple possible, mais qui reste juridiquement sécurisé. Parce que je pense que c'est aussi un levier de simplification, d'une certaine manière, pour les acheteurs, que d'être sûr que lorsqu'ils ont suivi une procédure, c'était bien la bonne. Ce qu'il faut rappeler, c'est que en dessous des seuils européens, donc les seuils de procédure formalisés qui sont fixés par les directives européennes, il y a des principes qui s'appliquent et qui s'appliquent à tous les marchés publics, qui sont des principes constitutionnels d'égalité de traitement des candidats, de transparence aussi en matière d'accès aux marchés publics. Et ça n'est pas pour rien, c'est que derrière, il en va aussi du bon maniement des deniers publics, tout simplement. Donc on ne peut pas imaginer qu'on conclue des marchés publics sans aucune forme d'encadrement, de transparence, de mise en concurrence, sauf à méconnaître ces principes fondamentaux. Ces seuils dits MAPA, de procédure adaptée, ils viennent traduire en fait ces principes. Nous, notre enjeu, c'est de les fixer au bon niveau, que ce soit proportionné et qu'on n'impose pas des coûts qui seraient disproportionnés sur un plan procédural pour des petits marchés, entre guillemets. Et à cet égard, c'est pour ça qu'on regarde aussi attentivement ce qui se passe chez nos partenaires européens. Donc c'est pour ça qu'on a été à l'écoute des propositions et on a fixé ces niveaux de seuil à un niveau qui, de ce point de vue, nous semble proportionné. Supprimer complètement cette procédure, ça serait assez hasardeux sur le plan du respect des principes que j'indiquais, puisque ça ferait peser sur l'acheteur lui-même la question de savoir à chaque fois s'il a passé à son niveau la bonne procédure. Alors on
on pourrait soutenir qu'il faut les responsabiliser. Moi, je pense aussi qu'il faut sécuriser les choses. Et de ce point de vue, les seuils de procédure adaptés sont aussi une sécurité dans la souplesse, puisque je redis que la procédure adaptée, elle fixe un cadre de publicité et de mise en concurrence, mais ça reste un cadre dans lequel on peut adapter les délais, on peut négocier aussi son marché. Donc ça s'appelle procédure adaptée et ça n'est pas pour rien. Ça reste une procédure assez souple de notre point de vue. C'est vrai qu'on parle souvent de souplesse, mais on parle jamais de sanctions. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément très vendeur, mais plus on laisse de souplesse à l'acheteur, est-ce qu'il faudrait pas, à l'inverse, peut-être prévoir plus de sanctions en cas de manquement ? Je pense que les acheteurs, ils ont déjà une charge de contrôle tout de même forte qui pèse sur leurs épaules. Il y a le risque pénal, il y a tout l'encadrement, et c'est normal, puisqu'on va des deniers publics, encore une fois, liés à l'engagement éventuellement de la responsabilité du gestionnaire public. Donc, on n'est pas dans cette démarche-là. On n'est pas dans la démarche de vouloir renforcer les sanctions, parce qu'elles existent, elles sont lourdes. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles ce qu'on constate, c'est que souvent le droit offre des souplesses, mais les acheteurs ont tendance peut-être à les minimiser et à choisir plutôt ceinture et bretelles, multiplier les critères, multiplier les demandes d'informations et de documents bien au-delà de ce que le droit impose à lui seul. Donc nous, on est plutôt dans l'idée de faire en sorte que les acheteurs s'approprient aussi ces souplesses tout en restant dans un cadre sécurisé. Voilà. Les acheteurs publics, bien compris, ils sont en plein choc de simplification, on les secoue, je plaisante. Il va y avoir une deuxième vague. Le premier décret, je pense qu'il n'a pas encore été publié en réalité, mais on nous annonce un deuxième méga décret de simplification. Est-ce que ça ne va pas être l'occasion pour vous de reprendre certaines mesures que vous aviez envisagées sur le dernier décret de simplification, cette fois-ci sous l'égide de votre ministère? Je pense notamment à l'harmonisation sur la question du prix. Pourquoi ça n'a pas été repris? Et puis, est-ce que vous parliez de la commission des 67 recommandations de la commission d'enquête du Sénat. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que vous envisageriez de reprendre à terme, bien sûr dans le champ réglementaire? Alors, sur ce qu'on appelle le méga décret, qui pour traduire, c'est comme mégalodon, là aussi, mais c'est décret. Effectivement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, si ce n'est qu'il y a beaucoup de mesures. Ce décret, il vise à simplifier plusieurs questions, plusieurs aspects du droit, et il est ciblé sur les acteurs locaux, sur les collectivités territoriales. Oui. Donc il a été piloté plutôt par le ministère compétent en la matière. À ce stade, il y a une mesure qui intéresse les concours d'architecture, avec là aussi un rehaussement de seuil proposé à 300 000 €. Et à ce stade, voilà, c'est la mesure que porte ce décret. Je viens de mentionner tout de même 2 autres textes très récents en la matière. L'idée, c'est pas non plus d'intervenir tous les matins sur le code de la commande publique. Moi, je pense aussi que quand on discute avec les acheteurs, les acteurs économiques, ils nous demandent aussi un peu de stabilité. Il faut arrêter de bouger les normes aussi chaque jour. Donc, le méga décret, il porte cette mesure complémentaire sur la mesure prix, c'est-à-dire la question de savoir si on doit comparer les offres hors taxe ou toutes taxes comprises. C'est une mesure qu'on a envisagée, en écho d'ailleurs au livre blanc de simplification, je crois, que c'était eux qui l'ont porté, de l'association des acheteurs publics. Ce qu'on a constaté, parce qu'on est attaché au dialogue, c'est que c'est la mesure du projet de décret, lorsqu'elle a été soumise à consultation publique, qui a suscité le plus d'inquiétude des acteurs concernés. Alors, nous, je le redis, au sein de la direction des affaires juridiques, notre doctrine consiste bien à considérer que cette analyse des offres, elle doit comparer les offres, toutes taxes comprises. On a néanmoins constaté que ça soulevait beaucoup d'interrogations, peut-être d'effets de bord, et on n'a
pas souhaité déstabiliser des pratiques d'achat qui pouvaient exister. Donc je ne dis pas qu'on va mettre cette mesure complètement de côté, mais si on y revient, ce sera le fruit d'un dialogue plus approfondi, d'une étude d'impact aussi peut-être plus fine pour intervenir sur le plan réglementaire sur ce sujet. Ensuite, vous m'interrogez sur la commission d'enquête, alors qui fait énormément de propositions. Et à cet égard, c'est vraiment un travail très, très intéressant et qui fait d'ailleurs écho à de nombreux égards aux réflexions qui sont celles des services de l'État, du gouvernement en la matière. Et donc oui, on va intervenir dans le sens. C'est un programme de travail, oui, à moyen terme en tout cas. Sur le plan réglementaire, moi, je mentionnais le seuil de chiffre d'affaires tout à l'heure qu'on a légèrement abaissé. C'était une des mesures que proposait le rapport de la commission d'enquête. J'ai évoqué aussi les évolutions à venir de l'Observatoire économique de la commande publique qui font aussi écho au constat qu'on partage, c'est-à-dire que c'est une politique publique, la commande publique, et donc il faut une gouvernance pour la porter en tant que telle. Et c'est ce que le gouvernement envisage et va présenter dans les prochains jours. Et puis, il y a beaucoup d'autres mesures de simplification, de souveraineté, parce que ça, c'est une thématique aussi prioritaire pour le gouvernement, mais qui trouveront plutôt écho au niveau européen. Voilà. Alors au niveau... on n'a plus besoin, Madame Assina n'a plus besoin de journalistes. Pose quand même ta question, Mathieu. Justement, alors la DAJ au niveau européen, quelle est sa position? Qu'est-ce que vous défendez auprès de l'Europe pour réviser les directives? Dites-nous tout, comment ça se passe? Alors, déjà, je voudrais remercier tous les acteurs qui, avec nous, réfléchissent depuis plus d'1 an sur ce projet de révision des directives, qui n'est pas encore engagé au niveau européen, mais la Commission européenne, à son niveau, a lancé beaucoup de consultations. Et nous, au sein de la direction des affaires juridiques, on a aussi considéré que, avant de reprendre la plume sur des textes qui vont probablement nous accompagner pendant 10-15 ans, il fallait qu'on ait un dialogue très approfondi, très fin, pour faire le bilan de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Il y a des choses qui marchent, donc on nous a aussi beaucoup dit, ne bouleversez pas tout, on a fait beaucoup de progrès, on a le code de la commande publique depuis les dernières directives, qui a été une avancée extrêmement importante de lisibilité du droit de la commande publique. Donc on va évidemment pas tout remettre à plat. Alors, ce qui résulte de ces échanges avec tous les acteurs, c'est évidemment le besoin de simplification, et donc on en retrouve des traces dans le rapport de la commission d'enquête. Alors, je ne vais pas tout mentionner ici, mais par exemple, la place qu'il faut étendre de la négociation dans les procédures formalisées, en faire la procédure de principe de base, au niveau des procédures formalisées, ça c'est l'un des exemples. Faire bénéficier à ce qu'on appelle les pouvoirs adjudicateurs de certaines souplesses qui sont aujourd'hui réservées aux entités adjudicatrices, donc essentiellement en substance les grandes entreprises publiques de réseau, par exemple sur la durée des accords cadres. Peut-être libéraliser aussi le recours aux variantes. Donc il y a quelques leviers de simplification qui sont des simplifications, à mon avis, importantes, qu'on va trouver au niveau européen. Promouvoir aussi l'achat innovant, l'achat durable, parce que ça, ce sont des tendances fortes de l'achat public et au plan interne, et il est important que le cadre européen s'en fasse aussi l'écho et sécurise à certains égards. Je pense notamment sur l'innovation, ces nouveaux leviers d'action. Donc il y a la simplification. Et puis l'autre chantier, et qui sera la bascule conceptuelle la plus importante en réalité de ce travail de révision des directives, c'est la souveraineté, qui aujourd'hui n'est pas vraiment une considération inscrite dans les textes. C'est même presque quelque chose qui est étranger, voire parfois un peu contradictoire, puisqu'on est dans cette logique très concurrentielle, on le comprend, d'égalité de traitement poussée à son extrême presque entre les candidats. Donc l'idée, c'est de retrouver des marges de manœuvre, des marges de souveraineté, tout simplement, dans le choix des acteurs économiques avec lesquels on conclut des marchés publics, notamment pour des secteurs
stratégique qui engage ce qu'on appelle l'autonomie stratégique de l'Union à long terme. Quand on parle de décarbonation de l'économie, quand on parle de numérique, de médicaments critiques, de métaux critiques. Donc tous ces sujets-là, ce sont des sujets de souveraineté aussi pour l'Union européenne. Et donc, l'objectif, la position des autorités françaises, elle est claire, c'est dans ces secteurs-là, instituer une préférence européenne, c'est-à-dire tenir compte de ce qu'on contracte avec des opérateurs européens, mais aussi tenir compte, parce que c'est assez facile aujourd'hui de devenir un opérateur européen, mais de faire produire dans des États tiers, de tenir compte du lieu dans lequel est produite la valeur ajoutée, où est produite la marchandise, d'où vient le service. Et donc c'est ça que va faire, c'est une bascule conceptuelle forte, et que doit faire en tout cas du point de vue des autorités françaises, cette révision des directives, mais c'est une position qui va être lourdement débattue, c'est un sujet très politique. C'est ça que je ne comprends pas. Quand on parle de négociations sur des sujets comme la souveraineté et la préférence communautaire, je ne vois pas quel État européen pourrait être... je ne vois pas où est l'enjeu des débats qu'il peut y avoir. On parle de négociation, en fait. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le débat sur ce point, il a profondément évolué au regard du contexte géopolitique. Ouais. C'est des questions aujourd'hui qui nous paraissent presque évidentes, oui, c'est ça. Mais qu'on ne se posait pas il y a encore 5 ou 10 ans. Donc on a quand même changé de monde. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut que le droit traduise aussi ces évolutions géopolitiques, économiques, qui sont très, très structurantes. On n'a pas tous au sein de l'Union européenne les mêmes positions sur ce sujet. On n'a pas tous la même configuration de notre rapport au commerce extérieur. Dépendance. On n'a pas les mêmes dépendances exactement. On n'a pas fait les mêmes choix économiques. Donc c'est sur ce terrain-là que va se porter le débat. Est-ce que la question centrale, c'est de savoir est-ce que l'Europe et les pays européens doivent sortir de l'accord de l'OMC, en fait? C'est ça, en fait. Est-ce que c'est ça le véritable débat? Alors, on peut entrer dans ce débat, effectivement. Ça n'est pas ainsi que les autorités françaises le posent. Elles restent très attachées au respect du droit international, de leurs engagements internationaux. Ce que l'on peut constater, et c'est ce que nous porterons, c'est que ces accords internationaux, ils comportent des dérogations. Ils comportent des dérogations qui permettent de tenir compte d'enjeux de sécurité publique, d'enjeux environnementaux, de santé. Et donc ces dérogations, il faut qu'on puisse en faire usage. Et peut-être un usage un peu renouvelé et réaffirmé. Mais l'idée, ça n'est pas du tout de sortir du cadre du commerce international, de cette gouvernance internationale à laquelle les autorités françaises restent dans leurs principes attachés. En revanche, il faut être réaliste sur la façon dont ça fonctionne, sur ce que ça produit, et c'est aussi ce qui doit guider la façon dont on légifère au niveau européen. Est-ce que ça veut dire qu'on doit entendre que la DAJ est plus favorable à un principe de préférence général, comme il a été évoqué dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale, ou plutôt des dispositions sectorielles? Alors, c'est un débat qui est ouvert en réalité, et donc on va voir où on met le curseur. La position à ce stade, c'est que cette préférence européenne, dans ce cas-là de plus stricte, c'est-à-dire dire qu'on regarde d'où viennent les opérateurs, d'où viennent les produits, on considère en effet que c'est une bascule lourde et qu'elle doit s'appliquer à des secteurs stratégiques. Ça n'est pas rien non plus pour les acheteurs, et ça, on va en tenir compte que de vérifier l'origine des produits. Oui. On le voit un peu parce que vous savez peut-être qu'on a déclenché la mise en œuvre du règlement sur les marchés publics internationaux, le règlement européen dit IMPI, qui déclenche une mesure de protection, une mesure de défense commerciale en matière de dispositifs médicaux chinois. Donc on a un peu testé avec... je mentionne le RESA, avec lequel on a très bien travaillé sur ce sujet, l'UNIHA, et les acteurs du secteur hospitalier. C'est aussi un défi sur le plan pour les acheteurs que d'aller contrôler ces éléments qui sont des données nouvelles. On n'est pas habitué à regarder ça. Donc il faut qu'il y ait une bonne balance entre la souveraineté et une commande publique qui reste simple et maniable. Bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles, et aussi l'attachement à nos engagements internationaux, qui explique qu'on souhaite appliquer cette préférence dans les secteurs stratégiques. Pour autant, de façon générale, cette fois, je rappelle qu'on a des leviers sur un plan juridique qui sont aujourd'hui
un peu ignoré. On a deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Collins, l'arrêt Qingdao 2024-2025, qui viennent nous rappeler que pour tous les opérateurs qui n'ont pas conclu d'accord au marché, qui ne sont pas liés par les accords de l'OMC ou des accords de libre-échange avec l'Union européenne, on peut les exclure des procédures d'accès au marché public français, européen, sans avoir à le justifier. Et donc, ça concerne des pays qui ne sont pas anodins. La Chine, aujourd'hui, par exemple, n'est pas membre de l'accord sur les marchés publics de l'OMC, n'est pas lié par un accord de libre-échange. Et donc, dès aujourd'hui, on pourrait appliquer, en l'état du droit, cette préférence, qui est un premier niveau de préférence, à droit constant, et on pourrait aussi imaginer d'en faire une obligation, pour le coup, dans le cadre de la révision des directives à venir. Le temps, il passe super vite, on dépasse, et nous avons beaucoup de questions à vous poser. D'habitude, je fais un petit jeu, choisissez votre question, mais je ne vais pas vous laisser le choix, en réalité. On est sur la loi climat et résilience, c'était un des objets, vous nous en aviez parlé plusieurs fois. Un des objectifs de la France, c'était d'exporter le modèle loi climat et résilience. Est-ce que c'est encore d'actualité? Deuxième question, en fait, je fais plein de questions en une. Est-ce que donc c'est toujours un objectif? Est-ce que c'est pas un peu mangé par l'actualité, notamment sur les questions de souveraineté? C'est dans 6 mois, 5 mois? C'est le mois d'août, l'entrée en vigueur. Vous avez 3 conseils à donner aux acheteurs. Et puis, notre dernière question, c'est est-ce que comme l'ensemble de la communauté des acheteurs publics, vous attendez avec une impatience non dissimulée l'avis du Conseil d'État sur la pratique dite des 3 devis, dont la DAJ est à l'origine, l'intitulé « Pratique des 3 devis ». Alors effectivement, il y a beaucoup de questions dans oui, mais vous avez plus de 30 secondes. Seule question, merci beaucoup. Alors, le verdissement, bien sûr, des marchés publics, ça reste un enjeu extrêmement important et on le portera aussi au niveau européen avec l'idée d'exporter ce qu'on a fait dans la loi climat et résilience. On a un acquis important, en fait, en droit interne. Donc c'est pour ça que ça ne sera pas un bouleversement pour les acheteurs qui nous écoutent. Mais l'idée, c'est d'ancrer cet enjeu et d'essayer de garder un cadre qui reste assez souple en fait, puisqu'aujourd'hui on fixe un objectif d'intégrer des critères, des clauses environnementales, mais on n'est pas venu surnormer pour dire qu'est-ce que c'est qu'une clause environnementale dans tel ou tel secteur. Là-dessus, on agit par du droit souple, de l'accompagnement, et donc c'est ce qu'on va faire au niveau européen. Des conseils pour se préparer à l'entrée en vigueur de cette obligation nouvelle qui a maintenant 5 ans, et c'est très bien, le législateur a donné du temps tout de même aux acheteurs publics pour s'adapter, et beaucoup d'acheteurs publics ont intégré déjà ce nouvel enjeu, cette nouvelle façon d'acheter de façon plus durable, plus sobre. Mon conseil, c'est préparez-vous, informez-vous, faites-vous accompagner, et l'État vous a fourni beaucoup d'outils pour cela. Je voudrais vous renvoyer à la page achatdurable.gouv qui est élaborée dans le cadre du plan national pour les achats durables qui est piloté par le Commissariat général du développement durable et la direction des affaires juridiques qui a beaucoup contribué. Il y a beaucoup d'outils pratiques pour s'informer sur ce que c'est. Et nous, on a aussi à cœur de vous accompagner jusqu'au bout. Et donc, on va compléter encore ces outils. Il y a par exemple le champ des concessions qui n'a pas forcément été très éclairé sur ce terrain-là, sur lequel on voudrait pouvoir publier quelque chose d'ici l'été et essayer aussi d'élaborer un outil qui permette de tester sa clause, c'est-à-dire un outil un peu oui-non, c'est-à-dire voilà ma clause, est-ce que ça marche, est-ce que ça... Non, ce n'est pas forcément de l'IA. Peut-être que ce ne sera pas aussi élaboré que ce que pourrait produire une IA, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on souhaite travailler. Donc, préparez-vous, faites-vous accompagner. Je mentionne aussi les guichets verts au niveau régional qui ont un rôle important pour accompagner au plus près les acheteurs dans cette bascule. Et les 3 devis, on attend tous en fait la décision du Conseil d'État. L'analyse de la direction des affaires juridiques, elle renvoie un peu à ce que j'indiquais tout à l'heure sur le fait que c'est important qu'on dose bien le niveau des procédures et les exigences procédurales qui s'appliquent en fonction de l'ampleur aussi du marché. L'idée, c'est de se dire que lorsqu'on est en deçà des seuils de MAPA, donc de procédures adaptées, on doit néanmoins appliquer les principes fondamentaux
que j'évoquais tout à l'heure. Donc on doit veiller à faire un bon usage des deniers publics, à s'assurer qu'on ne contracte pas toujours avec les mêmes opérateurs et qu'on a choisi une offre pertinente. C'est d'ailleurs ce que nous dit le Conseil d'État lui-même, je le rappelle, dans sa jurisprudence. Pour cela, la recommandation de la direction des affaires juridiques, c'est effectivement de recourir notamment à des devis. Ouais. C'est une bonne pratique. Ce n'est pas une obligation procédurale. C'est pas parce qu'on intégré comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on va solliciter des devis qu'on bascule de facto dans le choix d'une procédure dite adaptée. Et pour nous, ce sont deux choses différentes. C'est là qu'on va savoir. Et c'est là, voilà, ça c'est la doctrine de la direction des affaires juridiques. C'est celle, d'ailleurs, qu'on a rappelée, on est intervenu pour observation dans ce contentieux de principe important. Et on verra ce que le Conseil d'État du coup, décide. Vous savez quand est-ce que ça sort ? Je n'ai pas de date, non, parce que le Conseil d'État n'alerte pas sur les dates, mais je pense que ça devrait sortir prochainement. Voilà. Je m'en doutais. Merci beaucoup, Madame Ossina. Mais merci à vous. Merci de m'avoir invité. À nos questions. Merci Mathieu, merci Johanna. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain, le 26 février. Je parle sous le contrôle de Mars. Vous voyez, comme quoi je fais bien de parler sous le contrôle de Mathieu et Johanna. On va recevoir le professeur Saucier, qui va avoir c'est une voix économique, une vision économique de l'achat public qui n'est pas forcément celle que nous on partage en tant que média. Donc ça va être assez rigolo sur est-ce que l'achat c'est économique, est-ce que la commande publique ne perturbe pas la valeur économique d'un... Enfin ça va être assez amusant. Et puis sur les directives européennes également, je crois qu'il y a une vision assez particulière. On va avoir la vision du professeur Stéphane Saucier. Tenez-vous au courant, enfin on vous tiendra au courant, ça serait le 26 mars. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et de magnifiques achats publics en toute conformité avec le droit de la commande publique. Madame Ossina, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.